Bonsoir tout le monde. Effectivement, un petit peu bousculé pour un petit retour sur les chapeaux de roue. Alors là, on voit qu'effectivement, c'est la rentrée. Il faut prendre de bonnes habitudes. Donc, c'est pour bien sûr la raison pour laquelle l'émission commence avec beaucoup de retard. Mais n'empêche que notre invité est déjà sur le plateau et nous allons saluer Monsieur Michel Narassami. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez bien compris, on va continuer notre nouvelle saison. On va continuer à parler culture et art en Guadeloupe. Et la première édition de cette saison, on ira effectivement à la découverte du mémorial de Cap-Esterbello, à la compagnie de notre invité. Mais avant de pouvoir justement rentrer dans le vif de ce sujet, je tiens quand même à saluer ma tante. Vous savez que quand j'ai fini la dernière émission, j'ai fait un coucou à ma tante Germanie Daubin. Je lui dédie cette émission parce que je sais qu'en ce moment, elle passe des moments difficiles. C'est vrai que perdre un être cher, c'est pas facile. Donc, Tati, je te dis que tu as le soutien de toute la famille. Donc, je profite à travers ce moment pour pouvoir dire qu'effectivement, toutes les personnes qui te connaissent, tous tes amis et proches sont dans tout cœur avec toi, ainsi que ma mère qui te soutient entièrement et complètement dans cette épreuve que tu es en train de subir. Donc, cette émission, je te le dédie, juste pour dire qu'effectivement, j'ai une pensée positive pour toi. Tu es ma Tati chérie. Donc, c'était le petit coup de cœur que j'avais à passer parce que d'habitude, je fais toujours un coup de cœur. Donc, ce sera mon coup de cœur pour aujourd'hui. Et justement, on va se tourner vers Michel. Et je vais dire à Michel, mais comment vas-tu? Ça va. Alors, comment s'est passée la rentrée? Bon, relativement bien. Il pleuvait, mais ça va. Ça va. Alors, justement, aujourd'hui, on va aborder une thématique qui touche les Guadeloupéens, parce qu'on est Guadeloupéens, on sait qu'on est multiethnique, mais on a une culture qu'on partage, une culture diversité. C'est justement ça qui fait la beauté de notre pays. Et on parle beaucoup d'engagisme indien, et c'est de là qu'on va démarrer par l'histoire, comprendre comment les Indiens ont fait pour arriver en Guadeloupe. Donc, on sait qu'on a cette date de 1854 en tête, mais bien avant, il y a quand même une explication claire de savoir que bien avant cette période, on va dire entre guillemets, les hommes libres avaient repris conscience qu'il fallait travailler, donc d'où, comment dire, cette déconstruction de dire que nous étions feignants, qu'on ne voulait pas faire, et par la suite, arriver, comment on a fait pour que les Indiens arrivent dans le territoire? La première question, c'est pourquoi on a fait venir les Indiens en Guadeloupe. Il faut savoir qu'après l'abolition de l'esclavage, même avant l'abolition de l'esclavage, les planteurs avaient commencé à sensibiliser les autorités coloniales sur la nécessité de mettre en place une politique d'immigration parce qu'ils pensaient que à l'abolition de l'esclavage, les esclaves, donc devenus nouvelles libres, allaient déserter les habitations, ce qui aurait pour conséquence de nuire à la production de canne et à la production de sucre. Donc, avant de faire venir les Indiens, il y a eu plusieurs expériences avec des Caribéens, avec des Cap-Verdiens, avec des Français, des Européens, avec des Chinois, et même aussi avec des Congos. Mais ils n'ont pas été satisfaits des résultats du travail ou de la manière dont les choses s'étaient passées. Et entre-temps, ils ont eu une information selon laquelle à l'île Maurice, on avait fait venir des Indiens et ils donnaient entière satisfaction à leurs employeurs. Et c'est de là que l'idée a germé avec les autorités coloniales pour examiner l'opportunité de faire venir les engagés des Indiens en Guadeloupe, bon, aussi en Martinique, comme c'est le cas. Et justement, on va montrer, avant de continuer, Michel, on montrera la première diapositive qui montre effectivement, qui va un petit peu expliquer ce que tu viens de nous dire. Donc, on regarde qu'effectivement, quand on regarde les chiffres qui sont affichés à l'écran, le téléspectateur voit bien l'évolution et la répartition des travailleurs agricoles au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Ça, on le dit bien. On voit bien qu'il y a, avant l'abolition de l'esclavage, que le chiffre était bon, 32 000 tonnes. C'était
un chiffre correct, et qu'après l'abolition, il y a une chute. Mais si on constate bien, en 1851, ça a remonté. Comment on peut expliquer ça? Mais, premièrement, il n'y a jamais eu, même après l'abolition de l'esclavage, de cessation d'activité. Il y a une baisse de l'activité normale. Cette liberté tant attendue étant arrivée, beaucoup ont profité, ont quitté les habitations pour aller fêter cette liberté. Et dans les bouts, pour vivre cette liberté, découvrir cette liberté. Mais au bout d'un certain temps, n'ayant pas d'endroit où habiter dans les bourgs et ne travaillant pas, petit à petit, ils ont réintégré les habitations. Il y a eu quand même 9000 qui n'ont pas réintégré. Et donc, il n'y a pas eu de cessation d'activité, il y a une baisse d'activité. Et au fur et à mesure qu'ils réintègrent les habitations, on voit dans les 2 ans, 3 ans qui suivirent l'abolition de l'esclavage, une remontée lente mais certaine de la production cannière, mais et aussi des effectifs. Ce qui veut dire que l'argument qui a été avancé pendant très longtemps, que voilà, on risque de se retrouver avec une production cannière et sucrière qui va disparaître faute de main-d'œuvre, ne tient pas la route. Et malgré cette remontée qui atteint 4 ans après le niveau précédent l'année de l'abolition de l'esclavage, mais alors qu'on n'avait pas commencé à recruter des engagés indiens, puisque les premiers sont arrivés en 1854, oui. Donc on peut se poser la question, pourquoi on les a fait venir alors qu'on avait atteint le niveau de production avant l'abolition de l'esclavage. Moi, je pense qu'il y a une réponse qui est simple, comme cela se fait souvent et cela se fait encore aujourd'hui. On les a fait venir, c'est pour s'assurer que la production sera au moins au même niveau, mais aussi et surtout, je pense, pour briser les premières velléités revendicatives des nouveaux libres. Et ceci peut expliquer pourquoi, à leur arrivée, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de violence à leur égard. Ben justement, donc en 1854, une fois que ce constat a été fait, donc effectivement, la colonie, parce que c'est encore des colonies, la colonie anglaise était encore présente en Inde et la colonie française ont décidé de faire, on va dire, du commerce, si on peut dire entre guillemets. Oui, comment on opérait le recrutement? D'abord, les planteurs, les propriétaires terriens, envoyaient, formulaient leurs demandes au bureau de l'intérieur qui se trouvait à Basse-Terre. Là, nous avons une sorte de comité, qui examine toutes les demandes qui ont été formulées, vérifie est-ce qu'effectivement cette demande par rapport aux informations sur l'exploitation tiennent la route, sont valables. Ensuite, ils font un rapport qui est remis au Conseil général pour validation. Et ce n'est que lorsque ce rapport est validé, ensuite transmis en Inde dans les bureaux de recrutement, que les premiers recrutements commencent. Alors, comment s'opèrent les recrutements en Inde? Les premières années, les premiers mois, personne ne s'est réellement manifesté pour pouvoir venir en Guadeloupe ou en Martinique, éventuellement à La Réunion. Et c'est à ce moment-là que les recruteurs ont mis en place une stratégie qui consistait à demander à recruter des Indiens qui allaient dans l'arrière-pays, un peu partout en Inde, demander, démarcher des Indiens qui souhaiteraient venir en Guadeloupe. Mais justement, on voit à l'écran qu'il y a une reconstitution de l'ensemble des origines régionales. Donc, ça veut dire que les migrants indiens ont été pris un petit peu partout dans les campagnes de l'Inde. Oui, parce que oui, c'est important de le signaler
on verra que on voit sur le tableau, ils ont été recrutés dans l'arrière-pays indien. Et souvent ici, on a tendance à confondre port d'embarquement et région d'origine. On entend souvent dire ouais, nos parents sont venus de Pondichéry, alors que sur le tableau, on verra à Pondichéry, c'est le territoire où on a le moins de personnes qui ont quitté leur pays pour pouvoir venir en Guadeloupe. Donc, cette confusion-là, il faut l'éviter. Les ports, que ce soit de Madras, de Calcutta ou de Pondichéry, ce sont des ports d'embarquement. Les gens qui viennent de l'arrière-pays, donc, ont pris ce port pour venir en Guadeloupe. Donc, ils viennent de Pondichéry sans pour cela être des Pondichéryens, mais des gens du Karnataka, des gens de Doute. Et sur Madras et Calcutta, ce sont, et je vais préciser, Pondichéry, c'est essentiellement le sud de l'Inde, le pays tamoul, principalement. Et Calcutta, c'est essentiellement des gens qui viennent du nord de l'Inde. C'est quoi on distingue souvent, on trouve des Indiens qui sont clairs de peau, et on trouve des Indiens qui sont la peau un peu plus foncée. Ça s'explique par leur région d'origine. Alors, justement, c'est pour ça qu'on retrouve dans notre région beaucoup de personnes originaires du tamoul, et d'où justement ce qui est mis en place, entre parenthèses, les langues qui sont apprises. Mais on était en train de parler les origines du nom, c'est-à-dire que comme ça, on arrive aussi à distinguer par rapport au nom des Indiens, d'où ils sont issus quand on regarde la carte. Oui, l'Inde, c'est un pays qui est vaste. À l'intérieur de l'Inde, il y a plusieurs dizaines de langues. Et il y a des nuances au niveau culinaire, au niveau culturel, au niveau culte. Et c'est ça qui explique que parmi tous ces Indiens qui sont arrivés en Guadeloupe, on retrouve, enfin, quand ils sont arrivés, ces différences étaient perceptibles. Aujourd'hui, ces différences ne sont plus perceptibles parce que... Il y a un mélange. Voilà, qui s'est fait. Mais nous, les Indiens de Guadeloupe, nous sommes venus d'un peu partout de l'Inde, de tous les territoires de l'Inde, du nord, du sud, du centre. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'au départ, il y a eu... Alors, c'est vrai que ça a commencé à voyager. Il y a eu entre le premier et le dernier voyage, on comptabilise combien de voyages en 30 ans Il y a eu 99 convois. Le premier convoi, c'est l'Aurélie. Je crois 351, 333 passagers. Le bateau est arrivé au Grand Cul-de-Sac marin le 24 décembre, dans la nuit du 24. Comme il y a un protocole précis pour pouvoir accueillir les premiers, enfin, les Indiens, ils ne pouvaient pas débarquer le 24. Parce que le protocole veut qu'il y ait le directeur du port, un médecin de l'agence de Guadeloupe, de Guadeloupe, plus le responsable de l'agence, plus un médecin. 3 personnes doivent aller sur le bateau, vérifier l'état sanitaire de ces passagers. Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'il y a des maladies contagieuses? Et en fonction de la situation, à ce moment-là, on commence à les faire débarquer pour aller dans le centre administratif remplir les formalités. On estime à peu près la durée de débarquement entre 24 et 36 heures. Alors justement, on regarde, il y a un bateau à l'écran pour que les personnes qui regardent comprennent bien. Donc il y avait un aménagement du type de navire des migrants, un petit peu vers 1800, on va dire quoi, 1880, et qu'il y avait bien une séparation. Il y avait un côté des personnes célibataires. On découvre aussi qu'il y avait toute une famille qui pouvait effectivement arriver. Et il y avait aussi des femmes seules. Ça veut dire qu'on faisait bien la séparation sur le bateau de tout un chacun. Alors, dans la Convention de juillet 1861, entre le gouvernement français et le gouvernement britannique, les Britanniques qui occupaient l'Inde, puisque l'Inde était une colonie britannique à l'époque,
ont bien pris soin de respecter la culture indienne dans le transport de ces engagés indiens vers la Guadeloupe. C'est ainsi que les bateaux ont été aménagés spécialement pour tenir compte de ce poids culturel, de cette force culturelle. Et c'est ainsi, vous avez vu, les femmes célibataires sont dans des endroits bien précis, les hommes célibataires sont dans des endroits bien précis, et les personnes mariées en couple étaient, eux, dans des compartiments, voilà, des compartiments bien précis. Donc, ils ont bien respecté. Vous avez pu remarquer aussi que dans le bateau, il y a un lieu pour le stockage. Les Indiens, ils ont emmené tout ce qui leur était nécessaire pour leur alimentation, pour leur culte et pour se soigner. Leur alimentation, on connaît pas tout. Il y a beaucoup. Mais une partie. Ça représente sur le plan, on reste sur le plan de la botanique, 65% à peu près de ce qui existe en Guadeloupe. Et là, le cabri qui est l'élément essentiel du culte indien, ils l'ont emmené et c'est ainsi qu'ils ont contribué à la conception et à la fabrication du cas en introduisant la peau de cabri. Alors pour conclure cette partie, parce qu'il va falloir qu'on aborde rapidement le mémorial, on a une image aussi qui montre aussi la migration, c'est-à-dire partir de l'Inde pour arriver en Guadeloupe. Et cette image, c'était combien de jours de navigation pour arriver de l'Inde à... La moyenne, c'est 3 mois, 90 jours, mais comme il n'y avait que des voiliers, donc le voilier est tributaire du vent. Le voilier, il est tributaire du vent, donc ça varie entre un peu moins de 90, un peu plus de 90. Le seul bateau à vapeur, c'était le dernier, le Nat Bordeaux, qui est le dernier convoi, le 30 janvier 1889, avec les 559 derniers engagés indiens. Alors justement, donc pour qu'on puisse, donc une fois qu'on a tracé cette historique, on a bien compris. Donc enfin arrivé en Guadeloupe, on arrive maintenant de nos jours, on va dire 150 ans, plus de 150 ans plus tard. Et il y a 5 ans, il y a eu cette idée de justement d'un rappel d'origine, savoir d'où on vient, qui on est vraiment. Et à Capesterre-Belle-Eau, on a vu effectivement l'émergence d'un mémorial. Alors justement, qu'est-ce que c'est que ce mémorial des engagés indiens de la Guadeloupe? Oui, pendant très longtemps, on a masqué cette histoire douloureuse de l'engagisme indien en Guadeloupe. Notre attention a été volontairement détournée sur Henri Saint-Débarom, ce grand homme, ce grand capestérien qui a fait beaucoup. Et on a oublié complètement cette histoire. D'accord. Et nous, au niveau du GOPIO, lorsque on a commencé à travailler sur cette histoire, nous avons découvert des documents, notamment le document le livre de M. Christian Schnakenbo, celui de M. Singara Velou, et on s'est rendu compte que contrairement aux idées qui circulaient, cette histoire était extrêmement douloureuse, c'est en gros ce que je viens de dire. Mais je peux vous donner quelques extraits de ce livre. Pour les planteurs, l'Indien n'est qu'un investissement qui doit être rentabilisé à tout prix. Il leur faut récupérer les 250 à 300 francs par tête déboursée pour obtenir des immigrants. Quand la récolte presse, avant sans honte, un grand propriétaire poursuivi pour mauvais traitement à l'Indien, je force mes travailleurs. Il en meurt 10 s'il le faut. Je les remplace par le prochain convoi, mais j'ai gagné 20 000 francs. Ouais. C'est extrêmement grave ce qui est dit. Et là, on a eu un inspecteur, un haut fonctionnaire du gouvernement de l'Inde qui est passé en 1881, c'est le major Cummins, et lui, il disait, concernant la Guadeloupe, qu'on les retient jusqu'à ce qu'ils ne soient plus bons à rien. Et donc, il y a eu beaucoup de violence à l'égard des Indiens. Et de racisme aussi. Ce qui explique qu'on évalue à plus de 25 000 morts à l'âge moyen de 32 ans. Ce qui explique, on a dit au niveau du GOPIO,
que cette histoire-là mérite quand même un lieu. Oui. Qui rappelle cette histoire douloureuse, qui rappelle cette présence indienne en Guadeloupe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de construire ce mémorial. Alors je dois dire que nous avons sollicité plusieurs communes, le Moule, mais la réponse qui nous avait été faite que le lieu ne correspondait pas par rapport au projet commerciaux qui était en cours. Nous avons sollicité Saint-François. On pensait l'implanter à l'entrée de la plage de Résinclair, d'autant plus qu'il y a le cimetière des Indiens. Nous avons sollicité Sainte-Anne, le maire était d'accord pour une implantation à Riche-Plaine, mais on n'était pas d'accord de mettre à l'intérieur des terres. Et ensuite, nous avons travaillé sur Capesterre. Au départ, on voulait nous proposer un terrain au bord de mer, nous avons refusé. Ensuite, à l'allée du manoir, malheureusement, il y avait une convention qui était en cours et qui allait tout bouleverser. Et enfin, nous avons pu obtenir le lieu où a été implanté ce mémorial. Alors justement, le mémorial est fait de symboles, on le voit à l'écran. Alors est-ce qu'on peut expliquer rapidement les symboles pour ceux qui passeraient par Capesterre et qui effectivement attirés parce que blanc et rouge, on le voit sur le bord de route. Alors de quoi est fait ce mémorial? Donc d'abord, vous avez l'arcade. L'arcade, c'est la queue de paon. Le paon, c'est l'oiseau fétiche en Inde, c'est un oiseau national. Ensuite, nous avons le lotus, qui est la fleur nationale de l'Inde. Nous avons ensuite le dôme, qui symbolise le pays tamoul. D'accord, le Gopura. La base, le soubassement est fait qui rappelle le bateau qui sont arrivés. Ouais. Et vous avez les couleurs. Les couleurs sont des couleurs des divinités. Le rouge, c'est Lakshmi, le jaune, c'est Ganesh. Ensuite, vous avez bien évidemment le marbre. On a fait beaucoup d'efforts pour avoir ce marbre de la qualité du Taj Mahal, de celui du Taj Mahal. Et on a réussi quand même après beaucoup de travail. Donc, à côté du mémorial, vous avez d'autres symboles. D'abord, vous avez l'hibiscus, qui est la fleur de Ganesh. Vous avez le moringa, on appelle monikile, qui est aussi l'arbre important, l'arbre de vie en Inde. Tout à fait. Vous avez qui guérit, il faut le savoir, plus de 300 maladies. Ouais. Hein, le manguier. Les manguiers, qui est aussi le fruit national de l'Inde. Donc il y a tout un ensemble de symboles qui rappellent l'Inde et qui rappellent aussi la venue de ces Indiens parce qu'ils ont emmené tous ces éléments-là pendant leur voyage en Guadeloupe. Monsieur Michel Naranaesami, merci pour ce petit passage historique sur l'arrivée des Indiens et surtout sur le mémorial. Si vous permettez, que la visite du mémorial est libre. Oui. Et derrière le mémorial, nous avons bien pris soin sur du marbre décrire l'histoire de manière synthétique de l'égagisme indien en 4 langues, en français, en anglais, en hindi et en tamoul. Ce qui veut dire, quelle que soit la personne ou le touriste qui viendrait, il peut comprendre, avoir une idée assez précise de l'histoire de l'engagisme indien et peut faire des photos. C'est pas privé, c'est ouvert à tout le monde. Justement, le but, c'est de faire connaître cette douloureuse histoire. Pas connue, peu connue ou pas assez connue. En tout cas, moi, je vous remercie de nous avoir invité, de nous donner l'opportunité d'en parler, d'autant plus que samedi, on a eu un direct avec la fête du Colombo qui a permis aussi de faire connaître ça. Alors, pour tout cela, je dis merci à Canal 10 pour ce travail énorme. Tout à fait, c'était énorme. C'est vrai que c'était énorme en direct, 4h du matin, c'était énorme. C'était énorme. Oui, je peux le comprendre. Mais ce n'est qu'un début, parce que c'est vrai,
vrai que là, on a parlé de l'histoire, mais il y aura le pan culture qu'on aura un plaisir à recevoir d'autres invités pour pouvoir en dire, parce que c'est aussi la langue, c'est aussi la danse, c'est aussi tout ce que vous avez pu conserver qui n'existe plus en Inde, il faut le dire, mais qu'on retrouve encore sur le territoire Guadeloupe. Donc, il y aura énormément de choses à dire, mais bon, il faut une fin. Et là, on est arrivé à la fin et je suis obligée de vous donner mon petit coup de cœur avant de finir parce que là, l'émission qui précède, il est déjà arrivé, donc il faudra lui laisser la place. Donc, vraiment, un mot, monsieur Naranian Sami, un mot. Juste merci, mais je pense aux autres composantes de la population guadeloupéenne qui ont aussi une histoire et je pense que ce sera une très belle chose de les inviter aussi. Vous êtes entendu. Je vous remercie d'avance. Il n'y a pas de souci. Tremblay, c'est pour votre coup de cœur à Naïla pour avant faire l'émission là. Ah, tu n'as pas pu récupérer? Ben, désolé, il n'a pas pu récupérer le petit coup de cœur que je vais vous donner. Ben, ce sera pour la prochaine fois. Donc, merci d'avoir suivi l'émission. C'est vrai, c'était short, c'était court. Rentrée scolaire oblige, donc embouteillage plus. Merci aux téléspectateurs et Facebookiens qui nous ont suivis. Ben, la rentrée se fait aussi rapidement. Donc, restez connectés, pas lagués, parce qu'après, moi, j'aurai ça Kavin. Ben, c'est en nous, avec Chicanos qui j'allais inviter. Donc, allez, à jeudi prochain.